Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de World Affairs in Context. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir à nouveau une invitée exceptionnelle, l'unique lieutenant-colonel Karen Kwiatkowski, devenue une voix importante sur les questions de guerre, de renseignement, de liberté civile et de responsabilité gouvernementale. Karen, bienvenue de nouveau. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis ravie de vous recevoir dans l'émission. Comme nous venions justement de le dire, c'est absolument merveilleux de vous avoir de retour. Et bien sûr, la guerre entre les États-Unis et l'Iran semble entrer dans une phase particulièrement dangereuse. L'accord de paix provisoire de juin s'est de fait effondré. L'Iran indique qu'il est prêt à passer d'une posture défensive à une posture offensive, et Trump accentue la pression économique sur l'Iran. On est donc en train de réunir tous les ingrédients d'un scénario parfait. L'Iran subit des sanctions économiques depuis 47 ans. Pourtant, Washington redouble aujourd'hui de coercition économique, non seulement contre l'Iran, mais en cherchant désormais à imposer un coût aux pays tiers qui maintiennent des liens financiers et économiques avec lui. Qu'est-ce qui motive la dernière décision de Trump de redoubler d'efforts dans les mêmes politiques qui non seulement échouent, mais se retournent en réalité contre lui? Oui, enfin, il ne sait clairement pas vraiment quoi faire. Nous avons déjà retiré nos troupes des États du Golfe, pour l'essentiel. Le CENTCOM parle déjà d'une réduction permanente du nombre de soldats que nous aurions au Moyen-Orient. Donc, ce que nous voyons vraiment, c'est la fin de la doctrine Carter. À l'époque de Carter, dans la seconde moitié des années 70, son idée, c'était que nous allions, parce qu'il y avait une pénurie de pétrole, et que le pétrole et une partie de tout ça étaient liés à l'Iran. Il y a eu la prise d'otages en Iran, vous voyez? Alors, il a dit que le pétrole qui sortait du détroit d'Ormuz, en particulier le pétrole saoudien, enfin bref, était un intérêt de sécurité pour les États-Unis. Donc, nous, les États-Unis, allions y installer des bases et nous allions garantir le flux du pétrole, pas forcément uniquement à travers le détroit d'Ormuz, mais nous allions intervenir et, entre guillemets, stabiliser la région militairement. C'est ce qu'il a fait, et cela s'appelle la doctrine Carter. Et maintenant, c'est terminé, d'accord? Parce que je ne sais pas si ça a marché ou non, mais son efficacité a clairement diminué. Et puis vous avez Trump, qui n'a probablement jamais entendu parler de la doctrine Carter, donc ce n'est pas vraiment le sujet. Mais lui, vous savez, Trump n'est pas guidé par une connaissance vraiment approfondie de l'histoire stratégique américaine dans la région. Il ne sait pas. Il écoute ses amis israéliens, ce qui est très bien. Ils ont leur point de vue, il les écoute. Il a tendance à ne pas faire confiance à ses propres services de renseignement, pas à son intelligence à lui, à ses services de renseignement militaires, ni aux autres composantes du gouvernement, au département d'État, qui sont censés analyser ce qui se passe et formuler des conseils et des recommandations. Il ne fait pas confiance à ces gens-là. Et je pense que c'est peut-être en partie parce que lors de son premier mandat, il a eu le sentiment qu'il l'avait trahi ou qu'il ne se souciait pas de lui. Ils faisaient tous partie de la coalition anti-Trump de l'État profond, vous savez, et ils se disaient tous, ils ne m'aiment pas, ils ne vont pas m'aider. Alors, quelle qu'en soit la raison, peut-être qu'elle est légitime. Peut-être qu'il est simplement paranoïaque ou qu'il les méprise. Mais en tout cas, il ne les écoute pas. Il écoute les Israéliens. Et donc, rien ne vient contrebalancer ce que les Israéliens lui disent. Et Israël, même s'ils importent de l'énergie, a des objectifs très différents dans la région. Alors ils vont dire à Trump, comme ils l'ont fait, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. C'est une priorité. Et Trump n'a aucun moyen d'équilibrer cela dans sa prise de décision. Il se dit, oh, ces gens m'aiment bien, ils me font confiance, ils ne m'ont jamais fait de tort.
alors j'écouterai Israël. Eh bien, Israël vous fait du tort tous les jours. Ils font du tort à l'Amérique, c'est leur propre pays, ils ont leurs propres intérêts, et nous sommes un outil pour Israël, et ils gèrent cet outil plutôt bien. Trump fait partie de cet outil. Donc il n'arrive pas à la table avec grand-chose pour prendre une bonne décision. Alors ils lui ont dit, ses amis israéliens lui ont dit, ce sera comme le Venezuela a du pétrole, maintenant nous avons le pétrole. Le Venezuela a de l'or. Maintenant, on a l'or, non? Alors voilà, ça a pris 3 jours et on a dû tuer 60 pêcheurs. Tout va bien. Ce sera pareil en Iran. On peut changer le régime, on va le contrôler. On y mettra notre gars. Ce sera formidable et il n'avait rien pour contrebalancer ça. Aucun fait, aucune réalité, rien. Et il pensait que c'était une bonne idée. Il a dit d'accord, allez-y, faites-le. Et bien sûr, ils n'ont pas pu y arriver parce qu'on n'a pas de plan pour ça. On a fait des simulations pendant des années, ça ne marche pas, on ne peut pas le faire. On vient maintenant de démontrer qu'on ne peut pas le faire. Et entre autres choses, on a démontré qu'on n'était même pas suffisamment préparé à voir nos vulnérabilités exposées, ce qui allait inévitablement arriver. La première, c'est que le détroit serait fermé. N'importe quel militaire au Pentagone, peu importe l'époque, depuis 50 ans, dès lors qu'on parle de l'Iran, vous dira que le détroit d'Ormuz est un goulet d'étranglement très étroit et qu'il peut être fermé pour toutes sortes de raisons. Vous savez, il peut être fermé à cause d'une pollution massive ou d'un incendie. Enfin, il y a toutes sortes de... La guerre peut certainement y contribuer. Donc nous savions, les militaires savaient quel était le risque potentiel, mais ils n'ont pas... S'ils ont conseillé Trump, il a dit, eh bien, assurez-vous que ça n'arrive pas. Eh bien, nous n'avons pas la capacité de garantir que ça n'arrivera pas. Comme nous l'avons vu depuis le 28 février, le détroit est pratiquement fermé. S'il se passe quoi que ce soit, c'est parce que l'Iran a permis que ça se produise. Bon, il y avait d'ailleurs une information sur Axios aujourd'hui. Axios n'est pas la meilleure source, mais c'est un peu comme une source de fuite israélienne. Si Trump veut faire sortir quelque chose ou peu importe, ils vont le publier pour lui donner une certaine légitimité. Donc Axios disait, oh non, on a fait sortir un certain nombre de navires. Chaque nuit, on fait sortir en douce des pétroliers saoudiens et d'autres navires transportant du pétrole, du gaz et du GNL. On les fait sortir par le côté omanais. Alors ne vous inquiétez pas, tout le gaz sort. Et pour moi, ça ressemble beaucoup à quelque chose que Scott Bessent aimerait entendre ou que Trump aimerait entendre. Mais en réalité, je ne suis pas sûre que ça aide. Et on ne sait pas si c'est vérifié, parce qu'on ne peut pas distinguer ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Mais au final, il n'a pas d'autre choix. Il ne peut pas. L'option militaire est épuisée. On a essayé tout ce que l'armée pouvait faire et rien n'a marché. Et évidemment, on s'est fait du mal au passage. On a perdu nos bases avancées. On a usé nos porte-avions et leurs équipages jusqu'à la corde, jusqu'à l'os, vous savez. On a consommé énormément de munitions et toutes sortes de choses qu'il nous faut longtemps pour reproduire. On a fait tout ça. On a dépensé des milliards, je veux dire des centaines de milliards de dollars. Et on a perdu des gens. On ne sait pas combien de personnes on a réellement perdu. Ce que nous savons, c'est que je crois qu'ils ont revu le chiffre à la hausse à environ 700 ou 850 blessés. Et vous savez, comparé au nombre d'Iraniens que nous avons tués, c'est pas énorme, non? Mais là, ce sont tous des militaires. La plupart des personnes que nous avons tuées n'étaient pas des militaires. Donc je doute que nous ayons tué 850 de leurs militaires. Nous avons tué, disons, plus de 3000 de leurs ressortissants. Mais comme lorsque Israël tue des gens, si l'on retire les civils, les membres de famille clairement identifiés, vous savez, quand on fait tomber un immeuble, tout le monde est touché. Donc en réalité,
On ne sait pas clairement combien de leurs militaires nous avons tués. Et ce serait le cas étant donné qu'ils sont tellement plus petits que nous. 93 millions d'habitants contre nos 350 millions en termes de taille du pays. Et c'est complètement fou. On ne sait pas. C'est pas efficace. Ça n'a pas l'air de vraiment marcher. Enfin, les moyens militaires ne marchent pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, une guerre économique, qui est une guerre, vous savez, un blocus économique sans raison, surtout. Non, il y a une raison. Et cette raison, c'est qu'il ne peut pas gagner militairement et qu'il n'a plus rien d'autre dans son carquois. Vous savez, il sort sa dernière flèche. Et c'est comme, bon, eh bien, ce sera cette guerre économique, ce blocus mondial total comme on n'en a jamais vu auparavant. Bon, évidemment, on sait que les droits de douane ne marchent pas et que les blocus ne marchent pas vraiment. Les embargos ne marchent pas toujours. Quand il y a un vide, il y a des moyens pour que le marché gris et le marché noir émergent. Et c'est ce que provoque l'arrêt du commerce ou les tentatives de pénaliser les gens parce qu'ils commercent. Je veux dire, c'est comme la guerre contraire contre la drogue dans ce pays, non? Vous savez, on a dit pas de drogue, pas de drogue. Et on a davantage de drogue disponible, avec une plus grande variété et beaucoup plus puissante, rien que le cannabis. Regardez à quel point le cannabis est puissant aujourd'hui, comparé à ce qu'il était il y a 50 ans dans ce pays. Et tout cela est le résultat du programme de la DEA, qui disait « Oh, eh bien, on va s'assurer qu'il n'y en ait pas du tout. » Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Eh bien, ils doivent la concentrer, ils doivent la fabriquer à moindre coût, ils doivent la fabriquer à l'intérieur du pays. Eh bien, on fait toutes ces choses-là et pourtant, il y a plus de drogue en circulation que jamais. Et ça ne compte même pas Big Pharma, vous savez, et certains produits qu'ils fabriquent et vendent, leurs Percocet et tout le reste, toutes ces substances-là. Enfin bref, les gouvernements sont inefficaces. Nous, les libertariens, nous le savons. Je suis libertarien, donc je sais que les gouvernements sont généralement inefficaces. Mais j'imagine que Trump, lui, ne le sait pas. Et notre politique commerciale avec l'Iran a été inefficace. Il va redoubler d'efforts dans cette voie. En réalité, c'est une autre guerre illégale que Trump a évoquée. Je veux dire, il a dit on va faire ça. C'est une guerre illégale, parce que c'est une guerre contre une population, contre des hommes, des femmes et des enfants. Donc, ça ne répond à aucun critère de guerre juste. Et le pays d'Iran, malgré toutes les rumeurs et tout ce qu'on raconte sur à quel point il serait terrible, n'a pas attaqué les États-Unis, n'est-ce pas? Ils ne l'ont pas fait. Je veux dire, il dit, bon, quand nous avions des troupes en Irak, des types pro-iraniens ont tué certains des nôtres. Oui, ça se comprend. D'une certaine manière, ça se comprend. Vous êtes en Irak, dans une guerre, dans un pays étranger. Il peut y avoir des gens là-bas qui font certaines choses, mais ils n'ont pas dit « on va tuer des Américains chez eux, on va attaquer des Américains ». Ils ne l'ont pas fait. Donc rien ne justifie sa guerre économique, son embargo mondial contre l'Iran. C'est inefficace dès le départ. C'est aussi problématique parce que le principal partenaire de l'Iran, c'est la Chine. Et c'est aussi notre principal partenaire commercial. Alors oui, on aime la Chine. Les Américains veulent commercer avec la Chine. Eh bien, on ne pourra pas acheter de produits chinois. Ça mettra Amazon à l'arrêt. Il n'y aura plus de vente sur Amazon si on ne peut pas acheter de produits chinois. Et ça fait du mal à l'Amérique. C'est aussi ce que fait la guerre économique. Elle finit toujours par revenir chez nous. Je pense même qu'elle revient chez nous encore plus vite que la guerre militaire. Et les coûts de la guerre reviennent toujours chez nous. Mais la guerre économique va se faire sentir assez vite si, effectivement, Trump pense qu'il va faire ça. Et c'est ce que dit Bessent, c'est ce que dit Trump. Mais de toute façon,
Il n'a pas d'autre option. Il ne sait pas quoi faire. Il n'a pas assez de courage. Trump n'a pas assez de courage pour se lever et dire, vous savez, ou même rejeter la faute sur quelqu'un. Il jette les gens sous le bus tout le temps. Pourquoi ne pas jeter l'un des siens sous le bus et dire, écoutez, ce type m'a mal conseillé. Je l'ai viré. On a fait une grosse erreur. Je suis vraiment désolé. Non, non, il ne dira jamais ça. Oubliez le je suis vraiment désolé. Il n'est pas désolé. Mais il peut rejeter la faute sur quelqu'un et dire, vous savez quoi, on change de cap. Nous allons rapatrier nos troupes et nous allons reconstruire nos forces. Enfin, je déteste employer une expression de Biden, mais il faut reconstruire en mieux notre armée, vous savez, parce que nous avons décimé nos capacités et exposé nos faiblesses au monde entier. Oui, il n'a pas d'autre choix. C'est pour ça qu'il fait le coup de l'économie. Ça ne marchera pas. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles l'Iran a si bien réussi à nous tenir tête, malgré l'absence d'armée de l'air et de marine, vous savez, toutes ces choses que Trump répétait sans cesse dès le 3e jour de la guerre, c'est qu'ils ont étudié notre façon de combattre et qu'ils ont regardé ce dont ils disposaient. Et ils ont des gens brillants. Ils ne sont pas seulement résilients, ils sont indépendants. Leur économie a été contrainte de devenir indépendante. Leur science, leur technologie, leurs hôpitaux, tout ça à cause de la politique américaine, des embargos européens, des droits de douane et des guerres commerciales qui duraient déjà depuis longtemps. Donc en réalité, notre mauvaise politique passée, les mauvais embargos économiques imposés par d'autres présidents, les sanctions que nous infligions à l'Iran depuis des décennies sous les présidences précédentes, ont créé un Iran très puissant qui a compris comment battre les Américains à ce jeu-là dans son propre voisinage. Et ça nous a totalement surpris. Enfin, pas nous. Beaucoup de gens n'ont pas été surpris, mais je pense que Washington l'a été. Bref, je ne sais pas. Oui, absolument. Et comme vous l'avez dit, les sanctions ne fonctionnent pas, tout simplement pas. Il existe de nombreux travaux de recherche et diverses études qui le démontrent. Les sanctions économiques n'atteignent pas l'objectif politique visé parce qu'elles ciblent avant tout la population civile, n'est-ce pas? Elles visent donc la population civile et cherchent en fait à déstabiliser le pays de l'intérieur. L'idée est que la population souffre tellement qu'elle se soulève contre le régime ou le gouvernement et qu'elle aide ainsi les États-Unis à renverser ce gouvernement depuis l'intérieur du pays. Donc, peut-être que Trump cherche effectivement à faire cela, mais ça n'a pas marché. Oui. C'est ça. C'est de ça dont lui et Bessent parlaient. C'est ce qu'ils pensent qui va se produire. Mais je ne sais pas pourquoi ils le pensent, parce qu'on n'a aucune preuve que ça ait jamais marché. Et l'autre chose, c'est que si vous avez, disons que Trump a raison, ou que Washington a raison, et que l'Iran a une sorte de gouvernement autocratique. Bon, ils ont un parlement, ils élisent évidemment des représentants, ils ont différents partis. Pour moi, ça a l'air plutôt diversifié. Je veux dire, évidemment, ils sont unis parce qu'ils ont été attaqués et qu'il y a cette terrible guerre. Mais disons que c'est autocratique. Juste pour les besoins de l'argumentation, disons que c'est un gouvernement autocratique. Eh bien, quand vous donnez à un gouvernement autocratique une raison légitime de réprimer, de contrôler les monnaies, de gérer le commerce à l'intérieur du pays, peut-être même de rationner certaines choses, vous savez, à cause des embargos économiques et des sanctions qui frappent ce pays. Et vous faites valoir que, regardez, c'est pas moi, le gouvernement autocratique, qui vous fait ça. C'est notre ennemi à l'étranger, les méchants États-Unis qui vous le font, et les méchants Européens qui suivent le mouvement. Et devinez quoi? Les gens se disent, vous savez, on ne peut pas vraiment contester ça. Et pas seulement ça. Comme j'ai besoin de nourriture, d'énergie et d'autres choses pour vivre, je ne suis pas vraiment en position de causer beaucoup de problèmes.
Cette idée qu'on peut attiser ces révolutions. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais il y a des années, quand j'étais au cours du soir de Harvard, c'est là que j'ai étudié, on avait un cours et c'était en 1988-89, avant la chute de l'Union soviétique, mais les pays d'Europe de l'Est commençaient à s'agiter, n'est-ce pas? Et la Pologne, on se souvient de Lech Wałęsa et de tout ça. Donc, la consigne était de classer les pays, du premier à quitter le bloc, à devenir libre, à rejoindre l'Europe ou à devenir indépendant, à connaître un changement de régime de l'intérieur jusqu'au dernier. Et je me suis trompée à 100%. À 100%. J'avais tort dans tous les cas parce que ma théorie ressemblait un peu à celle de Washington aujourd'hui. Eh bien, si c'est vraiment terrible, les gens se soulèveront. Mais en réalité, c'est là où ils avaient le plus de liberté. Le plus de liberté, le plus de nourriture, d'énergie et de choix. La Pologne, la Hongrie et un peu la Tchécoslovaquie. Mais la Pologne et la Hongrie étaient les meneurs. C'est là qu'ils se sont libérés en premier. Et le tout dernier État satellite soviétique à devenir un pays indépendant, à quitter ce bloc, c'était la Roumanie. On sait ce qu'était la Roumanie, enfin. Et quand ils l'ont fait, ils ont pendu monsieur et madame Ceausescu, tous les deux. Enfin, c'était pas agréable, c'était violent. Et depuis, la Roumanie essaie vraiment de rattraper son retard. Mais c'était le pays le plus réprimé en matière de liberté comme d'économie. Donc, quand on réprime l'économie et la liberté d'un pays comme stratégie, alors si on fait ça en Iran, ce qu'on dit vraiment, c'est qu'on ne veut pas vraiment un changement de régime. On veut juste que les gens meurent. Et c'est ce que dit Trump. Et je ne sais pas s'il sait qu'il dit ça. Je pense qu'il veut que les gens meurent, honnêtement. Vous savez, quand vous utilisez ce genre quand il emploie un langage nucléaire, un langage du type énergie nucléaire, bombe atomique, et qu'il le transpose à une guerre économique, vous dites que vous voulez que des gens meurent. Vous voulez que des gens meurent de faim. Vous voulez qu'ils meurent de froid en hiver et d'une exposition à la chaleur en été, parce qu'ils n'ont pas d'énergie. C'est ce que vous dites. Mais ça ne mène pas à un changement de régime. Et on peut regarder de nombreux cas. Ça ne mène tout simplement pas à un changement de régime. Enfin, on pourrait en parler toute la journée. On pourrait reprendre l'exemple de l'Amérique, n'est-ce pas? Nous avons rompu avec eux en 1776. Nous avons mené une longue guerre, mais nous combattions un gouvernement ruiné. George III était profondément endetté. Il avait d'autres ennemis, dont la France, qui nous a aidés. Et il devait envoyer ses troupes de l'autre côté de l'océan pour, vous savez, mener cette guerre. Alors que nous vivions, vous savez, les gens, les fondateurs, certains étaient pauvres, mais la plupart étaient instruits. Beaucoup étaient riches, possédaient des terres, avaient des choix, des possibilités, et ils voulaient gouverner. Ils avaient l'espace pour agir, l'espace pour élaborer une stratégie, l'espace pour le faire. Et c'est comme ça qu'on obtient un changement de régime réussi. Il faut qu'il existe un semblant de liberté, de vision et d'opportunité économique. Donc, quand on étouffe un pays comme nous, essayons de le faire avec l'Iran, nous n'obtiendrons jamais le changement de régime que nous voulons. Le régime peut évoluer et changer, mais ce ne sera jamais le genre de choses dont Washington parle. Donc, en gros, ce sont des idiots, parce que toute cette histoire est devant nous. Nous n'avons pas besoin d'être très instruits. Les gens devraient le savoir. C'est vraiment du bon sens. Et l'histoire le confirme. Absolument. Et dans ce contexte, le Guardian a publié il y a seulement 7 jours un reportage choquant selon lequel des militaires américains à bord de l'USS Abraham Lincoln font face à des pénuries de nourriture et d'eau potable. Ils ne bénéficient pas d'un soutien suffisant en matière de santé mentale. Il y aurait également eu des tentatives de suicide présumées. Et sans surprise,
Donald Trump et Pete Hegseth affirment qu'il s'agit de fausses informations. Bien sûr, l'USS Abraham Lincoln, comme nous le savons tous, est déployé depuis plus de 8 mois sans avoir accosté. Alors Karen, que pensez-vous de cette crise qui se développe et qui, de toute évidence, s'aggrave? Oui, enfin, vous savez, c'est vraiment remuer le couteau dans la plaie que Trump et Hegseth le nient face à tous les membres des familles qui rapportent ça. Parce que je ne sais pas dans quelle mesure cela vient de... Je ne pense pas qu'on ait des lanceurs d'alerte directement à bord de ces navires. Je pense que, vous savez, ils écrivent, ils parlent à leurs copines, leurs petits amis, leurs maris, leurs femmes, leurs enfants, leurs conjoints, tout le monde, leurs frères et sœurs. Et les familles demandent comment ça se passe. Et ils leur disent comment ça se passe. Et ça ne va pas. D'accord? Je perds du poids, je n'ai pas de nourriture, l'eau ne fonctionne pas, le système électrique, enfin, tous les problèmes différents à bord du navire. Parce que ce ne sont pas seulement les systèmes logistiques d'armement qui s'effondrent sur ces navires. C'est aussi le ravitaillement d'une petite communauté composée en très grande majorité de jeunes hommes qui ont besoin de nourriture, d'eau, d'exercice, et on les fait travailler exactement comme sur un navire de la marine. Vous travaillez la plupart du temps, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, et il y a beaucoup de travail. Mais quand on fait travailler les gens en permanence comme ça, la marine a toujours eu une chose que les autres armées n'ont jamais eue, et dont elles sont toutes jalouses, sa nourriture. Il y en a en abondance, et elle est bonne. Mieux que bonne même. Vraiment bonne. Et si elle est bonne, ce n'est pas parce que nous sommes dans la marine et que nous devons bien manger. C'est pas ça du tout. Le problème, c'est quand vous voulez faire travailler quelqu'un 16 à 20 heures par jour, 7 jours sur 7, parfois pour du travail physique, parfois pour de l'entraînement, enfin pas du travail physique, mais ils sont d'astreinte pour lutter contre les incendies. Ils sont d'astreinte pour les exercices. Ils sont d'astreinte pour tout ce dont le navire a besoin. Vous savez, il y a une chose à propos des gars sur les navires. Ils sont tous pompiers. Ils ont tous plusieurs compétences parce qu'on ne peut pas simplement faire venir son spécialiste. On demande donc beaucoup à nos personnels déployés pendant longtemps sur ces porte-avions. On leur demande de travailler très dur. C'est difficile, même dans les meilleures conditions. Vous savez, quand ces gars-là à New York voient souvent le navire rentrer au port ou à Norfolk, quand le porte-avions rentre, quand le groupe aéronaval rentre, qu'est-ce qu'on voit? Des gens heureux de quitter le navire, n'est-ce pas? Et ça, c'est dans les meilleures conditions. Donc, dans cette guerre contre l'Iran, ce qu'ils ont fait d'abord, c'est qu'ils n'ont pas prévu deux choses majeures qui allaient se produire. Premièrement, le détroit d'Ormuz allait être fermé, et il l'a été immédiatement. Deuxièmement, le quartier général de la 5e flotte et le soutien logistique dans le détroit d'Ormuz, qui permettrait de ravitailler les navires, ne peuvent pas passer par le détroit d'Ormuz. Et ils ont été lourdement ciblés. Nous avons donc évacué la majeure partie du quartier général de la 5e flotte, ainsi que la majeure partie de notre logistique présente dans la région. Nous les avons repliés très très loin. L'une des mesures prises dans le cadre du dispositif de l'Abe Lincoln, en particulier, et pour les autres navires dans la région, c'est que leur dépôt d'approvisionnement se trouve désormais à Diego Garcia, dans l'océan Indien. On parle donc de la mer d'Arabie, mais Diego Garcia est à plus de 3200 km. C'est aussi un dépôt de secours. Ce n'est pas vraiment un site de réapprovisionnement en produits essentiels pour les navires, comme la nourriture, l'eau potable, les produits d'hygiène et tout ce dont les gens ont besoin. Je pense que c'est davantage un dépôt d'armes. Je ne pense pas que ce soit ce que Diego Garcia a toujours été.
Vous savez, c'est un peu le second choix dans cette situation. Mais nous n'avions pas prévu ça. Nous n'avions pas prévu la perte du quartier général de la 5e flotte. Nous n'avions pas prévu la perte de plusieurs bases dans le Golfe qui, soudainement, ne pouvaient plus ravitailler notre marine, ni les autres troupes dans la région parce qu'elles avaient été bombardées et évacuées. Donc ça s'est déjà produit. Enfin, c'est arrivé dès le début de la guerre. Et c'était comme s'ils n'avaient aucune idée que cela allait arriver. Donc la responsabilité incombe au commandement militaire. Parce que Trump va dire, vous savez, Trump connaît très peu de choses sur tellement de sujets et il fait confiance aux mauvaises personnes. Donc on peut dire que c'est là que Trump est en faute. Il n'écoute pas ses services de renseignement. D'accord, très bien. Mais les commandants militaires ont une énorme responsabilité. Ils doivent planifier tous les scénarios possibles. Et s'ils n'étaient pas eux-mêmes en train d'encourager M. Trump en disant « Oh, on peut faire ce changement de régime très facilement avec l'armée de l'air et la marine, et on va les bombarder jusqu'au changement de régime », ce que, manifestement, nous n'avons pas réussi à faire. Nous ne l'avons pas fait au Vietnam. Nous ne l'avons jamais fait. Ça ne marche pas. Mais même s'ils encourageaient cette stratégie, ces dirigeants militaires, du plus haut au plus bas niveau, auraient tous dû prévoir, eh bien, et si ça prend plus de temps? Et si ça ne marche pas? Et si on manque de ceci? Et si on perd ce dépôt? Et si on perd cette possibilité de déploiement sur une base? Et si la situation change? Comment on fait? C'est le rôle de l'armée. C'est pour ça qu'on les paie. C'est pour ça qu'ils sont formés. C'est comme ça qu'ils réfléchissent parce que, vous savez, on a un objectif. Bon, ça se passe pas toujours. Vous savez, c'est Patton qui disait « Aucun plan ne survit au contact de l'ennemi ». D'accord. S'il disait ça, c'est pour une raison, parce que c'est plutôt vrai. Alors, quels sont vos plans une fois que votre plan principal s'effondre? Qu'est-ce que vous faites ensuite? Eh bien, ces gens-là, je ne sais pas vraiment qui dirige les opérations dans l'armée. Évidemment, nous avons Brad Cooper, un amiral qui devrait savoir mieux que ça. Nous avons d'autres personnes dans la région, des généraux et des amiraux de haut rang. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, on dirait que ce qu'ils font, c'est que les ennuis retombent toujours vers le bas. C'est ce qu'ils font. Ils disent « Hey, toi là-bas, va régler ça. Toi, le commandant du navire sur le porte-avions, va régler ça. » ça montre bien notre armée. Et on ne peut pas entièrement en rendre Trump responsable. C'est le produit du comportement et des pratiques de notre armée depuis au moins 3 décennies. Nous avons mené des guerres, surtout au Moyen-Orient, contre des gens qui ne pouvaient pas riposter. Et quand ça arrive, on devient gras, stupide et satisfait de soi. On se dit vraiment, oh, eh bien, tous ceux qu'on a affrontés au Moyen-Orient jusqu'ici, oui, peut-être que ça a pris longtemps, mais au moins, ils ne pouvaient pas vraiment riposter. Vous savez, nous avons perdu davantage d'aéronefs, y compris des drones, des bases, des systèmes radars. Nous avons perdu, je crois, un AWACS et demi ou 2, dont un complètement détruit. Le ravitaillement en vol, tout ce matériel que nous avons perdu, il faut remonter, je pense, peut-être jusqu'au Vietnam pour voir un niveau de perte comparable, rien qu'en matériel. Et ce que nous disent les statistiques sur cette guerre contre l'Iran, en particulier, c'est que, contrairement à toute expérience de combat que nous avons connue auparavant, ces pertes ont eu lieu au sol. Notre matériel, la plus grande partie, a été détruit alors qu'il était stationné quelque part sur un tarmac ou dans un abri. C'est littéralement la définition d'une cible facile. Donc, nous avons une armée qui est une cible facile et nos commandants sont assis au-dessus de cette cible facile en pensant que tout va bien. Eh bien, s'ils le pensaient, ils avaient tort. Ils auraient dû être envoyés depuis longtemps, mais ça n'a pas été le cas. Bref, nous avons de gros problèmes dans notre armée. Cela nous a été révélé. Je ne dis pas qu'on aurait pu battre l'Iran,
D'accord, parce qu'on n'aurait pas pu. Tout l'objectif des simulations sur table, des jeux de guerre et du passage en revue de tout ce qui pouvait mal tourner, c'était d'informer M. Trump que ce n'était pas faisable militairement. Ils ne l'ont pas fait. Ils n'en ont pas informé M. Trump. C'est donc leur première erreur. Leur deuxième erreur, c'était de ne pas avoir prévu tout ce qui a mal tourné. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un navire sans nourriture, avec des gens qui, vous savez, se font essentiellement du mal à eux-mêmes, se jettent par-dessus bord, et ce n'est pas tout. Vous savez, dans la marine et sur les porte-avions en particulier, il y a beaucoup de monde. La marine a un problème de suicide. L'armée de l'air aussi, tout comme les marines et l'armée de terre. Et j'ai regardé des statistiques il y a quelques semaines. Je veux dire, il y a davantage de suicides dans l'armée que dans nos prisons fédérales. Alors, on pourrait dire que c'est parce qu'il y a des caméras dans les prisons fédérales, sauf pour Epstein. Là, la caméra ne marchait pas. Normalement, c'est un environnement contrôlé et il n'y a pas d'objets avec lesquels ils peuvent se tuer ou quoi que ce soit. On pourrait dire ça. Mais en réalité, le taux de suicide chez les jeunes hommes, le groupe démographique présent dans l'armée, est déjà prédisposé. Ensuite, vous les mettez sous pression, vous les éloignez de chez eux, vous les isolez, vous leur donnez 1 ou 2 mauvais commandants, aucun soutien en santé mentale, des soins médicaux irréguliers. Vous savez, ça va, retourne travailler, peu importe. Vous allez avoir ce problème. Enfin bref, la marine le sait depuis un certain temps. Et il y a environ 5 ans, une grande étude a été menée sur l'ensemble des suicides dans la marine. Elle formulait toute une série de recommandations. Évidemment, bon, est-ce qu'elles ont été suivies? Qui sait? Il y a quelques années, il y a 2 ans, parce que je regardais aussi le George Washington qui arrive lui aussi. Il est déjà sur le théâtre d'opération. Le George Washington remplace l'autre, donc nous devrions pouvoir faire sortir du théâtre d'opération nos gens de l'Abe Lincoln et les ramener chez eux. Et nous verrons si nous pouvons découvrir ce qui se passe réellement sur ce navire, au-delà des suicides. Le George Washington était en révision pendant 2 ou 3 ans. C'est ce qui est quelque part aux États-Unis, en cours de travaux. Et les gars doivent se présenter, l'équipage se présente et travaille. Et il y a eu un terrible pic de suicides en 2022 sur ce navire basé au port qui était à quai aux États-Unis. Vous savez, on est en Amérique. Ils ont accès à tout ce qu'on pourrait imaginer. Mais évidemment, beaucoup d'entre eux devaient vivre sur le navire. Malgré tout, ils ont mené une étude. Enfin, je ne sais pas, une étude, c'était obligatoire. Ils ont suivi la procédure et ils ont formulé toute une série de recommandations. Et bien sûr, ce n'était que du bon sens, le genre de choses dont on parlerait aujourd'hui. Vous vous dites, peut-être qu'on ne devrait pas les faire travailler à l'excès. Peut-être qu'on devrait s'assurer qu'ils aient de la bonne nourriture et de l'eau. Peut-être qu'il faudrait veiller à ce que leur environnement soit aussi bon que possible. Ce ne sera jamais parfait sur un porte-avions, mais y a-t-il des choses qu'on peut atténuer? Oui, peut-être qu'on devrait le faire. Ensuite, ils ont dit, peut-être qu'on devrait y offrir de meilleurs soins en santé mentale. D'accord, très bien. Tout ça a du sens. Et l'un des éléments du rapport renvoyait à un amiral. Oh là là, son nom commence par un Z. Je ne me souviens plus de son nom, mais il remonte aux années 70, peut-être même aux années 60. Zumwalt, l'amiral Zumwalt, un amiral de la marine très célèbre. Il avait rédigé ce qu'il appelait les Zumwalt Grams, ou des télégrammes, je crois, pour conseiller les commandants de la marine sur ce qu'ils devaient faire. Et il avait identifié tous ces problèmes. Puis dans un rapport récent, il y a 2 ans, sur la manière de prévenir le suicide, on disait, bon, peut-être que les marins tuent les marins. Et peut-être que nous, les gars de la marine, on devrait apprendre de Zumwalt, qui nous disait exactement la même chose il y a 40 ans. Pourquoi n'apprend-on pas de l'histoire? C'était ça, la critique. Pourquoi n'apprend-on pas?
Eh bien, ils n'apprennent pas. Ils ne le font pas. C'est ce qui arrive quand on a une armée qui stagne. Ils ne tirent pas les leçons de l'histoire. Ils pensent que gagner, c'est facile et que rien de grave n'arrive jamais. Et si ça arrive, il suffit de masquer le problème avec plus d'argent et ça marchera. Donc tout ça était prévisible, gérable et aurait dû être gérable. Ça aurait dû être anticipé, ça aurait dû être planifié et ça l'a pas été. Bref, cette situation qu'on voit dans la marine est incroyable. Elle ne devrait surprendre personne, même si elle est tragique et terrible. Et bien sûr, en tant qu'Américains, si c'est la ligne de front de notre défense mondiale des Américains sur la planète, les Américains devraient être très déçus, parce que l'armée dans son ensemble, vous savez, pompe 1000 milliards de dollars dans l'économie et en remet très peu. Et la contrepartie, c'est que bon, on se sent en sécurité. Eh bien, on peut tous constater qu'on a ce dysfonctionnement. Ah, et je veux dire une autre chose. Vous savez, les soins de santé, évidemment, les gens sont suicidaires. Les Américains modernes, vous savez, on n'est pas l'homme Marlboro, cet homme silencieux et mystérieux qui ne parle jamais. Ce n'est pas ça, les Américains. On parle tout le temps. Et nos jeunes générations, qui constituent l'essentiel de notre armée moderne, ce sont des gens qui sont réellement en contact avec leurs émotions. Ils ont l'habitude de parler de santé mentale, de leurs problèmes. Vous savez, on est à l'ère des réseaux sociaux, donc on est exposé aux problèmes des autres. Et d'une certaine manière, ça rend acceptable le fait de parler de ces choses. Mais l'un des problèmes dans l'armée, et ça ne concerne pas seulement la marine, c'est que les rapports que j'ai lus sur la marine l'ont mis en évidence. Mais ça va au-delà de la marine. Ça concerne toutes les armées, plus de 50%, et dans certains cas, jusqu'à 75% des personnes à bord d'un navire, dans une unité, peu importe, ne font pas confiance aux professionnels de la santé mentale de l'armée. Ils ne font pas confiance aux psychologues payés par l'armée, qu'ils soient civils ou militaires, peu importe, ni à un conseiller. Ils ne leur font pas confiance parce que, enfin, à votre avis, pourquoi? Vous allez voir le conseiller et vous dites « Bon, j'ai des pensées un peu folles. Je ne sais pas. Je pense que je pourrais avoir un accident ou je n'ai pas l'impression d'être bon dans mon travail. » Oui, vous pensez vraiment que ça ne va pas être rapporté. Cela va être signalé. Parce que si sur un navire, vous avez dit que vous pensez ne pas pouvoir faire votre travail, que vous envisagez de vous faire du mal et qu'il vous est venu à l'esprit que vous pourriez simplement vous jeter dans un moteur, eh bien, attendez une minute. Vous pouvez faire du mal à d'autres personnes et nous n'allons pas garder ça privé. Donc ce n'est pas la même chose que ce que vous pourriez envisager chez vous. Si vous allez voir un psychiatre ou un conseiller, où il y a une certaine attente de véritable confidentialité, vous savez ce qui se passe entre un patient et son conseiller. Dans l'armée, nous n'avons pas ça. Et c'est en partie parce que chaque personne dans l'armée est en réalité un système d'armes. D'une certaine manière, nous le sommes tous. Les gens dans l'armée ont un rôle à jouer, et s'ils ne sont pas en mesure de jouer ce rôle, ils sont défaillants, vous voyez. Ce n'est donc pas le meilleur environnement pour encourager les gens à consulter, parce que s'ils aiment leur travail et qu'ils veulent obtenir la prochaine promotion, ils vont tout enfouir. Ils vont tout enfouir et se dire « Eh bien, je ne vais pas leur en parler parce qu'ils vont me retirer de mon poste. J'ai besoin de ce poste pour obtenir ma promotion. Je ne peux pas être envoyé, pour ainsi dire, au pool de dactylo, alors que mon poste, c'est cet autre poste. » Voilà, et la marine en est parfaitement consciente. Donc tous les militaires le savent très bien. Alors, l'idée qu'on va régler ça avec un simple pansement en proposant des soins de santé mentale, non. Ce qui doit se passer, et on le sait historiquement, on le sait aujourd'hui, on peut le voir se dérouler sur ce navire et dans l'ensemble de l'armée, c'est que nous n'avons pas de bons dirigeants dans l'armée.
Nous n'avons pas promu le bon type de personnes dans l'armée, celles qui se soucient davantage des hommes et des femmes placés sous leur commandement. Et bien sûr, elles veulent accomplir toutes les missions qui leur sont confiées. Mais vous ne pourrez pas accomplir cette mission si vous laissez toutes vos balles rouiller. En réalité, l'être humain est le plus important des systèmes d'armes dont ses commandants ont la responsabilité. Pourtant, ils ne les traitent pas ainsi. Ils ne les soutiennent pas. Vous savez, jusqu'à présent, peut-être que cela arrivera aujourd'hui, nous n'avons vu aucun officier ni aucun sous-officier supérieur lanceur d'alerte se manifester pour dire « c'est inacceptable ». Tout ce qu'on entend, ça vient de membres de famille qui reçoivent des photos de, vous savez, gars très maigres qui ont perdu 15 kilos. Et de gens qui disent « je ne peux pas parler à un conseiller ». Ou alors, si je lui parle, je vais perdre mon emploi. Ce sont des informations de seconde main. Où sont les lanceurs d'alerte sur ces navires? On n'en a pas vu un seul. Alors, on verra à leur retour si on obtient ces témoignages. Mais c'est une tragédie de perdre ces personnes. C'est une tragédie de voir ces situations à bord de ces navires. Mais c'est aussi une tragédie pour notre armée d'être si mal dirigée, au point d'avoir des hommes et des femmes à des postes de décision et de direction qui n'agissent pas. Je dis ça aujourd'hui en tant que civil, en tant que retraité. Donc ils peuvent dire, eh bien Karen, vous ne savez pas à quel point c'est difficile ce qu'on essaie de faire. Si, je le sais un peu. Je sais à quel point c'est difficile. Et on attend de vous que vous fassiez des choses difficiles. Et si cette chose difficile consiste à dire « ce navire ne va nulle part, on suspend les opérations ». Vous savez, dans l'Air Force, et la Navy le fait aussi, tout comme l'armée parfois, quand ils ont du matériel qui tombe en panne, quand ils ont un avion qui a connu plusieurs accidents, des éjections, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils suspendent les opérations. Ils ne savent pas exactement ce que c'est. Ça peut être un problème humain. Ils ne le savent pas. Mais ils peuvent immobiliser les appareils ou suspendre l'utilisation ou l'entraînement lié à cette mission, parfois pendant une journée. Parfois, c'est juste pour tirer la sonnette d'alarme. Je me souviens que l'armée de l'air le faisait. Il le faisait pendant, disons, une journée et il disait « D'accord, tout le monde cesse les opérations. On va s'arrêter, examiner la situation et voir quel est le problème. » Ça peut être n'importe quoi, non? Un problème humain, un problème d'approvisionnement, un problème de conception technique. On ne sait pas. Parfois, ça dure plus longtemps s'ils ont cerné le problème et qu'ils doivent dire « on ne fait plus voler ça tant que ce problème n'est pas corrigé ». Eh bien, je l'ai vu à plusieurs reprises. Toute personne ayant servi dans l'armée l'a déjà vu. Même si vous n'avez fait qu'une seule affectation, vous avez probablement déjà vu quelque chose de ce genre se produire. Et c'est comme ça qu'on gère les crises qui se développent, n'est-ce pas? Où est-ce que ça s'est produit au cours des 9 derniers mois, pour ce porte-avions en particulier? Où est-ce que ça s'est produit pour l'USS Ford, le Gerald Ford, qui n'avait pas de toilette? Pas seulement quand ils étaient en Méditerranée, pas seulement quand ils étaient en mer Rouge, pas seulement quand ils sont allés en mer d'Arabie, même quand ils étaient dans les Caraïbes, et donc les Snelly Ticking Bull, ils n'avaient pas de toilette. Enfin, leur toilette ne fonctionnait pas. Alors, comment ont-ils réglé ça? Eh bien, ils ne l'ont pas réglé. Vous voyez, ils ne l'ont pas réglé. Ils ont dit, eh bien, on ne peut pas se retirer. On est en pleine guerre. Eh bien, dans une vraie guerre défensive, si l'Amérique était envahie, nous ne nous retirerions pas non plus. D'accord? L'Iran ne cède pas. Quoi qu'il arrive, ils ne céderont jamais. Ils défendent leur pays. Mais dans cette guerre, qui a eu au moins 6 objectifs différents annoncés publiquement
selon les discours de Trump, de Hegseth, de Bessent ou de je ne sais qui, ils disent tous des choses différentes. Et puis ils reviennent tous à, eh bien, c'est un changement de régime. C'est un peu l'objectif en gelée, vous voyez? Qu'est-ce que ça veut dire, un changement de régime? On a eu un changement de régime. On a tué tous leurs gens et ils ont eu un nouveau régime. C'est fait, on s'en va, non? Mais non, non, non. Ce qu'on voulait dire, c'était un changement de régime dont le résultat nous plaît ou je ne sais quoi. C'est très flou, d'accord? Et c'est l'objectif principal auquel ils s'accrochent. Pas d'armes nucléaires. Eh bien, ils n'ont pas d'armes nucléaires. Donc c'est aussi un objectif assez déplacé, parce qu'on ne voit pas clairement de quoi vous parlez. La capacité nucléaire, on ne veut pas d'énergie nucléaire. Pendant ce temps, on propose à l'Arabie saoudite, ah oui, vous pouvez avoir une arme nucléaire. C'est donc très incohérent. Ce sont nos deux principales raisons, mais nous n'avons pas de véritable objectif de défense. Il n'y a aucune défense. D'accord, défendre Israël. Soyons sérieux. Personne en Amérique ne se soucie de défendre Israël. Seul Washington se soucie de défendre Israël. Nous n'avons même pas de traité de défense. Nous n'avons aucun traité de défense mutuel avec Israël. Pourquoi penserions-nous que défendre Israël est une raison principale et importante d'entrer en guerre? Eh bien, nous ne le pensons pas. Je reconnais que les commandants ont du mal à expliquer à leurs hommes pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Parce que ce n'est pas vraiment, c'est une guerre illégale, premièrement. Et elle a été déclenchée sans raison, sans justification. Mais elle a aussi été menée d'une manière qui est en plus illégale. Et c'est troublant pour les gens qui y prêtent attention. Vous vous souvenez, par exemple, quand la marine, notre marine, a soudainement tiré sur le navire qui revenait des exercices militaires en Inde. Un navire totalement désarmé. Il y avait des cadets de la marine iranienne et un équipage. Et ils n'avaient même pas d'armes. On leur a dit « Quittez votre navire, sinon nous allons le bombarder ». Et puis 1 minute après, ou quelque chose comme ça, ils l'ont torpillé. Ils ont tiré 2 torpilles et ils n'ont pas secouru les gens. En gros, ils se sont éclipsés en les regardant se noyer, puis ils ont dit « Mission accomplie ». Ça, c'est arrivé très tôt. Et puis bien sûr, il y a l'école de filles ou l'école d'enfants, celle des 168 Manab. Les gens de Manab 168. Ces enfants étaient peut-être considérés comme les enfants d'officiers des gardiens de la Révolution. Apparemment, une IA israélienne a estimé que c'était une cible légitime parce que, eh bien, ce serait un moyen psychologique de nuire à notre ennemi. Tuons tous leurs enfants pendant qu'ils sont à l'école. C'est une cible illégale. Nos militaires le reconnaissent, ils voient ça et ils disent « Eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?» Eh bien, tuons des enfants. Tuons des cadets de la marine iranienne qui ne sont pas armés. Eh bien, il faut avoir un objectif vraiment solide pour justifier sa présence sur place et contrebalancer notre façon d'agir, qui est très déshonorante. Et c'est difficile à faire. Les commandants ne peuvent probablement pas dire à leurs hommes « C'est une mission qui en vaut vraiment la peine, l'avenir de l'Amérique en dépend ». Non, c'est pas le cas. Vous savez, ils vont mentir à leurs hommes. Donc, l'armée se retrouve dans une situation difficile. Mais c'est parce que le haut commandement n'a pas résisté et n'a pas dit à M. Trump ce qui allait se passer s'il insistait pour faire ça. Vous voyez, tout le problème est malade, du sommet jusqu'à la base. Les hommes sur le terrain ne peuvent pas faire leur travail. On ne leur fournit pas ce dont ils ont besoin, jusqu'à la nourriture et à l'eau. Les hauts responsables ne font pas leur travail et les commandants intermédiaires non plus. Donc personne ne s'occupe de personne. Nous sommes inefficaces en tant qu'armée. Le monde entier voit que nous sommes inefficaces. Et cela, à son tour, met notre pays en danger, nous affaiblit. Littéralement, nous sommes plus faibles. Mais quand tout le monde sait que vous êtes plus faible,
Vous savez, il y a beaucoup de façades autour de l'image de force d'un pays, n'est-ce pas? Et nous avons joué à ce jeu. La plupart des pays, nos concurrents, de niveau comparable, jouent aussi à ce jeu. La Corée du Nord y joue très bien. Vous savez, j'ai des armes nucléaires, j'ai une armée, ils défilent magnifiquement. Je ne sais pas à quel point ils se battent bien. Nous les avons envoyés en Russie pour apprendre à combattre les Ukrainiens. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais en réalité, nous sommes un petit pays avec une toute petite économie. Un gouvernement totalement centralisé, un gouvernement autocratique, une dictature, on pourrait dire. Mais ils nous vendent l'idée que nous sommes vraiment durs. Eh bien, on a vendu cette idée-là, mais maintenant, tout le monde voit que ce n'était pas vrai pour nous. Alors, nous sommes très vulnérables face à tout ça. Quoi qu'il en soit, ça me bouleverse beaucoup. Évidemment, je ne veux pas que des gens se suicident. Je ne veux pas que des gens ne mangent pas. Je ne veux pas que des gens aient des accidents parce qu'ils sont surmenés, stressés et qu'ils deviennent psychotiques à cause d'un mauvais commandement, d'une mauvaise mission qu'ils doivent accomplir et de l'absence de fourniture pour la mener à bien. Je ne veux pas que ces choses arrivent. Mais Trump a laissé tout cela arriver, tout comme l'armée. Ensemble, ils sont tous les deux responsables. Absolument. Et bien sûr, au-delà des questions purement humanitaires, il y a aussi un échec stratégique. L'USS Abraham Lincoln est devenu de fait le symbole d'un problème plus large des États-Unis, la surextension militaire. Ces guerres sans fin mènent à l'épuisement, mais aussi à l'incapacité d'aider les alliés des États-Unis, voire d'être en mesure de défendre ses propres moyens. Dans la région. Et nous devrions aussi nous demander quel message cela envoie aux alliés des États-Unis, à ces pays qui dépendent de la protection américaine, de la protection militaire américaine. Bien sûr, il y a un vrai débat à avoir sur la question de savoir si ces pays sont réellement occupés et s'ils sont réellement souverains dans bien des cas, mais c'est aussi un enjeu ici si les marins américains sont de fait épuisés et maltraités, et je ne pense pas que ce soit une exagération. S'ils sont maltraités, Washington peut-il promettre de manière crédible à ses alliés qu'il disposera des forces nécessaires pour les défendre en cas de besoin? Non, enfin, on l'a déjà vu. Je veux dire, les stocks de patriotes de Corée du Sud et d'autres pays qui en possèdent ont été expédiés dans la région. Certains ont été donnés à l'Ukraine, mais beaucoup ont été utilisés au Moyen-Orient, et il a fallu en obtenir auprès d'amis et d'alliés. Vous savez, Trump s'est mis en colère et a réduit l'exercice avec la Corée du Sud. Cet exercice régulier naval, maritime, aérien et terrestre qu'ils organisent constamment, à répétition. C'est une pratique habituelle. Et je crois qu'il a réduit la participation de moitié à la dernière minute pour protester contre le fait que la Corée du Sud n'était pas suffisamment enthousiaste face au fiasco iranien. Donc encore une fois, c'est assez étrange. Mais oui, on le voit déjà dans les autres pays. Je veux dire, les alliés qui, comme l'Amérique, ont économiquement arrimé leur destin à celui des États-Unis, notamment à travers leurs relations militaires avec les États-Unis. Tous ceux d'Europe, de la zone Pacifique et évidemment du Moyen-Orient cherchent à mettre en place un plan de secours. En qui puis-je vraiment avoir confiance? Parce que je ne peux pas faire confiance aux Américains. Et ce n'est pas seulement parce qu'ils mentent, car Trump est un grand menteur. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais tous les présidents mentent. Trump le fait de manière très flamboyante, et il le fait davantage, je pense, plus systématiquement que beaucoup d'autres présidents, principalement parce qu'il est accro aux médias. Il est constamment, vous savez, il est toujours là à dire des choses, et il ment un peu plus que les présidents précédents. Mais comme il parle sans arrêt, on le remarque davantage.
Alors les autres pays se rendent compte, vous ne pourrez peut-être pas compter sur ce type. C'est un peu étrange. Et puis ils voient que notre armée est creuse. C'est très bien perçu, aussi bien par nos amis et alliés que par nos ennemis. Donc oui, chacun veille sur ses propres intérêts. Et encore une fois, ça fait partie de la victoire iranienne. Parce que l'Iran a gagné cette guerre. Je veux dire, il ne fait aucun doute que l'Iran voulait, dès la première semaine, quand ils n'ont pas renversé. D'accord. Donc notre objectif, c'était un changement de régime. Eh bien, ça n'a pas eu lieu. Ils ont gagné lorsqu'ils n'ont pas cédé, lorsqu'ils n'ont pas plié le genou devant l'Amérique. Ils ont gagné lorsqu'ils ont pris le contrôle du détroit d'Ormuz dès le début, puis qu'ils ont mis en place un système de passage. Je veux dire, on peut entrer et sortir du détroit d'Ormuz. Il faut simplement passer par celui qu'ils contrôlent, c'est-à-dire l'autorité du détroit du Golfe Persique, qui est en réalité dirigée aujourd'hui par les gardiens de la Révolution. Enfin bref, ils ont gagné la guerre. Mais désormais, cette guerre est un exemple qui alimente le discours iranien. On ne peut pas faire confiance à l'Amérique. Elle ne protégera pas ses alliés dans la région. Alors quand on regarde les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Koweït, Bahreïn et même Oman, qu'est-ce que Trump a dit à propos d'Oman? Notre allié. Oman était notre allié. Et Trump a dit, on va bombarder Oman très durement s'ils ne font pas ce qu'on leur dit. Alors l'Iran reste là et dit, oui, votre allié vient de vous menacer de vous bombarder. Oui, vous ne pouvez pas compter sur eux. Ils ne veilleront pas vraiment sur vous. Ils ne prennent pas leurs responsabilités au sérieux. Vous savez, Trump a signé le protocole d'accord, puis il l'a rejeté. Enfin, il l'a signé d'abord, donc il n'a pas tenu parole. Et cela a servi le récit iranien. Ça n'a pas servi notre récit du tout. Ça a servi le récit iranien selon lequel on ne peut pas faire confiance aux Américains. Ils vont dire des choses, puis ils vont tout déchirer. Et bien sûr, combien de fois les avons-nous bombardés ou avons-nous aidé Israël à bombarder des négociateurs avant d'en arriver là? Combien de menaces avons-nous proférées? Combien de véritables tentatives d'assassinat avons-nous contribué à fomenter avant cela? On négocie, oh non, mais on va tuer les négociateurs. Eh bien, tout cela alimente je ne sais pas si c'est un agenda oriental, des BRICS ou du nouvel ordre mondial. Le récit d'un ordre mondial vraiment nouveau, différent. Mais tout ce que nous faisons va exactement dans ce sens. Et qui a de l'argent solide? Qui a de l'or? Eh bien, la Chine a certains atouts financiers, mais elle a une grande économie et elle a beaucoup d'or. L'Inde a beaucoup d'or. Je ne sais pas ce qu'il en est de leur roupie, mais ils ont beaucoup d'or. La Russie est pleine d'or et le rouble russe va bien, non? Vous savez, il y a des moyens de travailler avec la Russie. La Russie vend au monde entier à tout le monde, que ce soit sur un navire, vous savez, un navire mystérieux ou quoi que ce soit. Enfin, ils exportent, ils font des affaires. Donc, il y a des gens dans ce monde qui ont une économie qui fonctionne ensemble. Il y a des pays dans ce monde qui ont des programmes de sécurité qui fonctionnent ensemble. Et devinez quoi? Les États-Unis sont de plus en plus mis de côté. On est, vous savez, c'est presque comme si on était contenu. Et comme la stratégie d'endiguement qu'on avait mise en place contre la Russie il y a toutes ces années, contre l'Union soviétique, enfin en réalité, on ne s'en est pas tenu à ça. On est allé plus loin que l'endiguement. Mais vous voyez l'idée, les garder plus ou moins là-bas, ne pas les laisser s'étendre. Peu importe, cette arrogance mondiale qu'on avait après la Seconde Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, le reste du monde, pas seulement un pays, mais des groupes entiers de pays, des continents entiers, disent que l'Amérique est grande. Oui, ils sont dangereux. Ils ont beaucoup d'armes nucléaires. Ils élisent un nouveau président. On ne sait pas ce qui se passe, ni quel est leur véritable programme. C'est difficile à dire.
Ils ont des problèmes. Ils ont 40 000 milliards de dollars de dettes qu'ils ne rembourseront pas. Alors, qu'est-ce que font les gens? Eh bien, ils essayent en quelque sorte de les contenir. Ils ne vont pas acheter davantage de leurs dettes parce que ce n'est pas un bon risque. Ils ne vont pas conclure de traités avec eux parce qu'ils ne les respecteront pas. Ils ne vont pas fusionner leurs armées avec la leur, sauf avec Israël, n'est-ce pas? En réalité, cette fusion de notre armée avec Israël est une énorme incitation pour tous les pays du monde à ne pas travailler avec notre gouvernement parce qu'ils travaillent aussi avec les Israéliens. Si vous travaillez avec notre armée, si vous voulez obtenir un contrat avec le département de la Défense, si vous voulez participer à un système d'armes commun, eh bien, vous ne pouvez plus le faire, parce que maintenant, nous avons fusionné nos armées. Ils ont adopté les sections 219, 218, peu importe, 224 de la NDAA en intégrant les FDI dans notre système. Alors maintenant, c'est presque comme si nous ne voulions pas que les gens travaillent avec nous. Nous voulons nous replier sur nous-mêmes. Je veux dire, si vous aviez l'intention d'isoler votre pays du commerce, de l'achat de dettes, des alliances, des traités, de tout ce qui est mutuellement bénéfique avec le reste du monde, alors tout ce que nous faisons va dans ce sens. Tout ce que nous faisons, c'est apprendre au monde, lui dire, lui expliquer. Non, vous ne voulez pas traiter avec les Américains. Ce sont des colonisateurs du XXe siècle. Aujourd'hui, ils sont bien trop étroitement liés à Israël. On ne peut pas leur faire confiance et ils ne savent pas se battre. Ils n'apportent rien parce que nos armes sont meilleures. Je veux dire ce que la Russie possède avec, vous savez, son Orekchnik, ce que l'Iran a montré qu'il possède, tout ça peut venir à bout de toutes nos défenses. Vous savez, les intercepteurs PAC-2 et PAX-3 du système Patriot que nous utilisons en Israël, on a presque épuisé tous ces trucs-là. Ce ne sont pas vraiment de très bonnes défenses. Je veux dire, vous pouvez envoyer un missile et nous devons dépenser 2 millions de dollars en intercepteurs, rien que pour essayer d'arrêter un seul missile. Alors le monde entier voit ça et se dit, bon, vous savez quoi? Il faut qu'on se détourne. Voyons qui a le bon matériel, qui a de l'argent réel, qui a de l'argent fiable, qui a un bon ratio dette sur PIB. Enfin, ce n'est pas les États-Unis. Nous ne sommes plus l'allié de référence, ce qui est vraiment mauvais pour les Américains. En réalité, le reste du monde s'en sortira très bien. Mais oui, toute cette situation a révélé certaines choses qui, je crois, n'ont pas encore vraiment été comprises. Évidemment, l'énergie est complètement perturbée. Les engrais sont complètement perturbés. L'hélium est complètement perturbé. Vous savez, nous avons une économie mondiale. Il y a El Niño. On dit que l'alimentation va être touchée. Nous avons cette guerre entre l'Ukraine et la Russie dans laquelle nous soutenons l'Ukraine et que nous continuons. Une guerre qui, à mon avis, aurait dû se terminer il y a 3 ans, voire plus tôt. Elle n'aurait jamais dû commencer. Mais une fois qu'elle a commencé, elle aurait dû se terminer dès cette première année. Ça ne s'est pas arrêté. Ça continue. Et les ports, ainsi que l'exportation des marchandises russes, des céréales ukrainiennes et des produits agricoles, sont eux aussi affectés par cette guerre sans fin que nous finançons dans une certaine mesure et même dans une très large mesure. Donc, des temps difficiles arrivent. Cela va très durement affecter les Américains. Et où sont nos amis? Eh bien, nous les avons tous aliénés. Et ceux que nous n'avons pas aliénés ne nous font plus vraiment confiance. Et ceux qui nous font confiance ne vont plus vraiment acheter nos bons du Trésor, parce qu'ils ne peuvent pas prendre le risque, avec l'argent de leurs propres contribuables, de jeter de l'argent par les fenêtres, alors que nous avons une dette de 40 000 milliards de dollars qui augmente de 2 500 milliards par an au rythme actuel de Trump. Et ce n'est pas seulement Trump. Je veux dire, il y a l'État profond, il y a le Congrès. À Washington, personne n'a intérêt à régler ce problème.
ils impriment simplement davantage d'argent et maintenant nous rachetons notre propre dette. On n'arrive même pas à vendre tous les bons du Trésor. Alors le Trésor va les racheter avec de la dette future. Donc nous ne sommes pas un bon pari. Cela a été révélé, pas seulement notre faiblesse militaire, mais tout le reste aussi. Donc, je n'écarte pas ce dont nous avons parlé au début à propos de la guerre économique. Clairement, Trump dit qu'on va faire ça, mais encore faut-il être capable de le faire. Si personne ne commerce vraiment avec vous, si personne n'achète vos bons du Trésor, et si ça lui est égal d'utiliser ou non SWIFT pour ses transactions, alors peut-être que ces pays iront simplement ailleurs, chercher ce dont ils ont besoin pour faire tourner leur propre pays, pour satisfaire leur propre population. Et je ne sais pas si Trump comprend ça. Je ne sais pas parce que je ne sais pas. Je ne sais pas si Bessent comprend ça. Vous savez, les gens pensent que Bessent est très intelligent, mais j'ai vu certaines choses. Enfin, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre qu'il le soit vraiment. Nous n'avons pas les meilleurs et les plus brillants à la tête de notre pays, ni de notre armée d'ailleurs. Et nous devons vivre avec ça. Qu'est-ce que ça signifie? Je ne sais pas. Oui, exactement. Et c'est intéressant parce qu'il y a tellement d'experts. Et je pense qu'un bon nombre d'experts en politique publique disent désormais, d'accord, les États-Unis doivent réellement réduire leur engagement militaire à l'étranger. Et c'est certainement la bonne voie. C'est ce que nous devrions faire. Mais j'ai le sentiment que ces échecs que nous observons, comme le fait que les États-Unis soient à court de missiles, à court d'autres armes, d'intercepteurs, et bien sûr maintenant avec la marine américaine. J'ai le sentiment que l'administration Trump, ainsi que ses véritables bellicistes et faucons, vont s'en servir pour dire « Oh, regardez, nous devons en fait augmenter considérablement nos ressources. Un budget de 1 500 milliards de dollars ne suffit pas. Il nous faut maintenant un budget de 2 000 milliards de dollars. Pensez-vous que ce soit le cas? Oui, je suis d'accord. C'est exactement ce qu'ils vont en faire. Et c'est pour ça que je suis si critique envers notre commandement militaire, notre système d'acquisition militaire, le complexe militaro-industriel, le Congrès. Vous savez, ils ont un rôle à jouer là-dedans et ils refusent de le jouer. Ils ne font pas ce que veulent les citoyens, ils font ce que veulent ceux qui financent leur campagne. Et oui, ils vont utiliser ça pour ne pas changer notre paradigme. Et au final, nous les contribuables, on va en payer le prix dans la mesure où nous payons des impôts. Notre pays va faire faillite à cause de ça. Mais ce qu'ils vont faire, c'est continuer à injecter 1 500 milliards de dollars par an, voire davantage, dans un modèle militaire du XXe siècle. C'est avec ça qu'on se bat. Pendant ce temps, nous sommes en 2026. Ça fait un quart de siècle qu'on est entré dans le XXIe siècle. Et devinez quoi? La Chine, la Russie, l'Inde, les pays du Pacifique, de plus en plus, ainsi que l'Iran et d'autres pays du Moyen-Orient. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils se mettent réellement au diapason du XXIe siècle. Ils disent, même l'Ukraine d'ailleurs. En fait, l'une des raisons pour lesquelles nous continuons la guerre en Ukraine, c'est que nous la considérons comme un laboratoire de combat pour de nouveaux systèmes. Et nous nous moquons du nombre d'Ukrainiens qui meurent. Nous nous moquons qu'ils détruisent ou perdent la moitié de leur pays au profit de la Russie, peut-être même davantage. On ne se soucie pas de ce qui est bon pour les Ukrainiens, mais on n'a pas d'Américains qui vont aller là-bas risquer leur vie pour faire la guerre moderne. Alors faisons-le faire aux Ukrainiens et voyons ce que les Russes peuvent apporter à la table, ce qui est considérable, et voyons ce que les Ukrainiens peuvent faire sous la contrainte. Évidemment, avec la guerre des drones. Vous savez, les Ukrainiens ont Vous savez, ils sont avancés en informatique et dans ce genre de choses, et ils ont toujours été Russes. Je veux dire, les Russes, je ne veux pas m'en prendre aux Ukrainiens, mais c'est un peu comme la Russie, non?
Kiev est une ville russe. Je repense à cette leçon d'histoire que Poutine avait donnée à Carlson, Tucker Carlson, il y a quelques années. C'était du genre, pourquoi est-ce que vous me racontez toute cette histoire? Eh bien, historiquement, c'est russe. Et la Russie est remplie, tout comme l'Iran, de mathématiciens et de physiciens. Avec la révolution informatique, Internet, la révolution des technologies de l'information et maintenant l'IA, ils se sont engagés très tôt avec un fort soutien de l'État, mais aussi simplement parce qu'ils avaient beaucoup de gens compétents dans ce domaine. Vous savez, on construit des pôles d'expertise et eux les avaient. Donc, le combat de l'Ukraine contre la Russie est vraiment, à certains égards, à la pointe. Évidemment, avec la guerre des drones et certaines autres évolutions qui ont résulté de cette guerre, l'Amérique adore ça. On se dit, oh oui, allez mourir. Et nous, on récupérera une partie de cette technologie, on verra comment elle fonctionne et on l'améliorera. Mais c'est la seule façon pour notre armée de mettre un pied dans le 21e siècle. Sinon, nous avons un vieux système qui fonctionnait bien quand l'argent était facile. Nous avons un énorme système d'acquisition qui manque beaucoup de souplesse. Ils refusent pratiquement de fabriquer le moindre produit pour le Pentagone qui ne soit pas très rentable, avec de longs délais logistiques et qui exige des sous-traitants une maintenance extrêmement coûteuse pendant toute sa durée de vie, du début à la fin. C'est ça, le F-35. Ce n'est pas nous qui entretenons le F-35. Ce sont les sous-traitants qui l'entretiennent. Ils doivent le faire. C'est intégré à sa conception, parce que c'est là qu'ils font leur profit. Est-ce qu'il fait la guerre? Est-ce qu'il gagne les guerres? Est-ce qu'il est très fiable? Non. Son taux de capacité à accomplir l'ensemble des missions est de 25%. Et cela fait des années qu'il est déployé partout dans le monde, ce F-35. Il ne vole pas très souvent. Il ne vole pas très bien par mauvais temps, mais peu importe, parce qu'il est extrêmement rentable. Et la chaîne de maintenance, la traîne logistique de cet engin est énorme. La logistique de soutien est extrêmement rentable pour ces entreprises. Donc tout notre modèle est complètement faussé. Il fonctionnait très bien il y a 50 ans, 40 ans, 30 ans, 10 ans. Mais ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Nous sommes au XXIe siècle et nous déversons de l'argent sur un paradigme du XXe siècle, sur un modèle d'acquisition du XXe siècle. Il faut le briser entièrement. On ne peut pas s'en sortir en le réformant, d'accord? Les gens ont essayé. Ils essayent de le réformer depuis 40 ans. Il est irréformable. Il faut le briser, l'écraser. Je déteste dire ça, mais c'est la même chose que ce qu'Israël fait à Gaza. Que font-ils à Gaza? Ils prennent la terre, ils tuent les gens et ils rasent l'histoire au bulldozer. Ils sont en train de l'effacer. Et c'est tragique, parce que c'est immoral, c'est injuste, c'est inhumain. Pourtant, c'est cette approche qu'il faut adopter pour réparer le système d'acquisition de l'armée. Il faut vraiment le démanteler, le réduire en poussière, puis reconstruire quelque chose qui fonctionne. La réforme ne marchera pas. Le système résiste aux réformes, d'accord? Et peu importe ce que vous voulez faire, ils attendront le prochain président. Ils poignarderont dans le dos l'administration en place, ou quelle qu'elle soit. Enfin, ils les poignardent tous dans le dos. Trump y est sensible parce qu'il pense qu'ils ne l'ont pas écouté en 2016, en 2017, et qu'ils ne l'ont pas écouté. Vous n'écoutez aucun président, Trump. Vous n'êtes pas une exception à cet égard. Le système fonctionne pour le système. Il faut le démanteler complètement et nous devons trouver comment défendre notre pays. Rien de tout cela ne va arriver. C'est exactement comme vous l'avez dit. Ils vont injecter l'argent dans l'ancien système. C'est là que se trouvent les profits. Et tant que le pays entier ne fera pas faillite, tant qu'ils ne pourront plus payer la sécurité sociale et Medicare à cause de la facture militaire, alors comment allons-nous gérer ça? Ça ne sera pas beau à voir. Ça ne sera pas beau à voir.
Et puis vous savez comment régler ça sous ce genre de contraintes. Ce sera très difficile. Et encore une fois, c'est ma frustration envers la direction actuelle de l'armée. Je ne les vois pas. Bon, peut-être qu'en privé, ils ont des idées. Peut-être qu'en privé, ils se disent « Hey, ce qu'on fait ne marche pas. Il faut faire mieux. Il faut faire autrement, très différemment. » Mais je ne l'entends pas. Je ne le vois pas. Même dans les années 80 et 90, il sortait des réflexions intéressantes de nos écoles militaires, des établissements les plus avancés. Ils examinaient des scénarios et se demandaient « Comment peut-on s'y prendre ?» Il y avait des idées intéressantes dans les années 80 et 90. Mais avec cette obsession pour le Moyen-Orient, on n'obtient rien de ce type de réflexion de la part des militaires qui font la guerre. On ne le voit pas. Alors, d'où cela vient-il? Eh bien, Israël est une source de notre innovation. C'est un gros problème, parce qu'Israël ne partage pas la morale américaine en temps de guerre. Et en réalité, nous avons adopté la leur. C'est pour ça que nous ne nous comportons plus comme il y a 40 ans. Nous combattons comme une immense armée israélienne, mal entraînée et mal disciplinée. C'est horrible. Je déteste dire ça, mais vous savez d'où viennent les idées. Elles viennent des mauvaises personnes, d'accord, en ce moment. Et où sont les bonnes personnes? Eh bien, elles ont déjà quitté l'armée. Elles ne vont pas le faire. Et puis, honnêtement, comment allons-nous recruter des gens dans la marine maintenant, après être montés à bord du Lincoln, alors qu'on ne sait même pas ce qui va se passer quand le Washington rentrera? Ils sont au Japon. Le Japon est leur port d'attache. Mais ils y sont déjà depuis un bon moment. Donc, vous voyez, ce n'est pas comme s'ils arrivaient tout juste d'Amérique. Non, ce n'est pas le cas. Ils auront des problèmes similaires s'ils restent trop longtemps. La même chose que celle qui est arrivée aux 2 autres porte-avions arrivera là-bas. Alors, oui, enfin, comment allez-vous les recruter? Comment avoir une armée remplie d'Américains qui veulent servir leur pays? Avec notre manière de nous comporter, notre manière d'opérer, le type de guerre dans lesquelles le président choisit de s'engager, ce qu'il fait, tuer des enfants, faire exploser des cadets sur un navire non armé. Vous savez, vous allez vous comporter comme ça. Eh bien, devinez quoi? On ne laisse pas nos enfants entrer dans l'armée. Et combien de gens font déjà ça? Beaucoup. Beaucoup de gens disent non. Beaucoup de militaires reviennent à ça. C'est comme une culture militaire. Oui, ton père a servi, ta mère a servi, ton oncle a servi, donc nous allons servir. Non. Ce sont précisément eux qui disent « Je ne veux pas que tu entres dans l'armée ». Donc, on a d'énormes problèmes qui arrivent. Je ne sais pas d'où viendront les compétences, ni d'où viendra la volonté à Washington. Alors peut-être que c'est simplement aux gens de dire « Eh bien, on ne fera plus ». Je ne sais pas. Et Karen, peut-être une dernière question. Je sais que vous avez soulevé tellement de points importants, tellement d'aspects essentiels de ce sujet qu'on pourrait en discuter pendant de très nombreux épisodes, pendant des heures et des heures. Mais si vous deviez résumer en regardant la situation d'un point de vue plutôt stratégique qu'humanitaire, parce que nous compatissons tous avec ces marins, et que le coût humain de cette guerre est absolument tragique, de manière générale, qu'est-ce qui vous inquiète le plus? L'état des marins, l'état de préparation de la marine ou son manque de préparation? Ou bien la possibilité que les dirigeants politiques à Washington ne comprennent même pas pleinement les limites de l'armée, les limites des forces armées américaines. Oui, eh bien, je les choisirais du dernier au premier. Je veux dire, nous avons une classe dirigeante qui de plus en plus ne sert pas vraiment. Ou alors si elle sert, elle a ses propres priorités. Nous avons au Sénat et à la Chambre des représentants des gens issus de l'armée, vous savez, qui sont très favorables à la guerre.
Et je trouve ça intéressant parce que historiquement, les militaires sont en réalité les plus réticents à s'engager dans des guerres inutiles. Donc nous n'avons pas au Congrès des gens qui comprennent vraiment l'armée. Et nos présidents, de plus en plus, n'ont eu absolument aucune expérience militaire. Je veux dire, vous savez, de mon vivant, ils ont été très peu nombreux. Carter, lui, a passé quelque temps dans un sous-marin dans la marine. Mais la plupart d'entre eux n'avaient aucune expérience militaire significative. Et vous savez, on parle de George Bush père, vous voyez. Oui. Je veux dire, il a été abattu, il n'a pas poursuivi sa carrière militaire, il a juste eu en gros son billet et c'est tout. Donc oui, la classe dirigeante et l'oligarchie, bien sûr, les mecs de la tech et tous ceux qui élaborent les politiques, ils ne comprennent pas les capacités militaires. Pour eux, c'est caricatural. Bon, on fait ceci, on fait cela. Allez-y, faites-le. Faites en sorte que ça arrive. Ils n'en ont aucune idée. Donc c'est un gros problème. Et ce n'est pas grave parce que si on ne mène pas des guerres partout, si on n'est pas un empire, ils n'ont pas vraiment besoin de le comprendre. Ils n'ont pas besoin de le comprendre. Mais apparemment, ils pensent que c'est comme un jouet. Maintenant qu'ils sont présidents ou maintenant qu'ils sont au Congrès, ils doivent vraiment, vous savez, faire ce truc dont ils ne savent absolument rien. Donc c'est ça, le plus gros problème. Et on pourrait dire qu'on pourrait mettre de meilleures personnes aux commandes. Mais comment faire? Trump était le candidat idéal sur la question de la guerre. Il était idéal. Il disait, vous savez, on ne va pas faire de guerre, on va ramener les troupes à la maison, on va faire passer l'Amérique d'abord et on ne va pas se préoccuper du monde. On va s'occuper de nous-mêmes. Donc en gros, on ne va pas être un empire. C'est ce qu'on a répété aux gens dans les 3 campagnes différentes qu'il a menées. Et il a été élu 2 fois. Et durant ce dernier mandat où il ne peut plus se représenter, il fait tout ce qu'il avait dit qu'il ne ferait pas. Alors comment pouvez-vous blâmer les électeurs? Vous ne pouvez pas blâmer les électeurs. On essaye de faire le meilleur choix, mais ça ne marche pas. L'autre grand problème, c'est que l'empire est mort. Il n'y a plus d'empire. Et c'est ce que montre notre incapacité à imposer notre volonté avec nos navires en mer, notre marine, notre armée de l'air et toutes les forces dont nous disposons. Si nous ne pouvons pas imposer notre volonté, le monde entier le voit maintenant. Donc l'empire était déjà creux, il était déjà en déclin. Mais maintenant, c'est comme si des puissances militaires de 4e rang, comme l'Iran, sans vouloir offenser l'Iran, d'accord, mais c'est un pays plus petit. Ils n'ont pas une grande armée de l'air. Comme dit Trump, pas d'armée de l'air, pas de marine, une armée, enfin voilà. Des puissances militaires de 4e rang peuvent tenir tête très efficacement à une force américaine et lui dicter leur conduite. Elles l'ont fait, elles le font aujourd'hui et elles vont continuer à le faire. Et il n'y a aucun moyen d'inverser cela. C'est donc la preuve que si l'Amérique menace quelqu'un, eh bien ce n'est qu'une menace en l'air. Peut-on causer des dégâts? Bien sûr. Peut-on imposer notre volonté et changer la structure du pouvoir? Non. Nous allons perdre toutes les guerres à venir. Si nous avons perdu face à l'Iran, ce que nous avons clairement fait, ce message est désormais connu. Donc, beaucoup de choses que les Américains croient sur leur armée et sur leur place dans le monde sont manifestement fausses. Les Américains seront peut-être les derniers à le découvrir. Beaucoup d'entre eux commencent à le comprendre. Mais beaucoup de gens continuent de dire « Oh non, la guerre, c'est bien, on leur botte les fesses, vous savez, on fait tout ça. » Mais le monde entier s'accorde à dire que ce n'est pas le cas, que nous ne sommes plus un empire efficace. Nous sommes un empire en déclin, peut-être même en plein effondrement rapide. C'est donc ce qu'ils pensent. Et ils ont cette guerre et l'Iran leur en a fourni beaucoup de preuves. Et puis, bien sûr, les soldats, enfin les marins, les personnes qui servent dans l'armée.
Personne ne veut faire ça. Vous savez, personne ne veut le faire. Maintenant, je pense que ce qu'ils feront, si vous voulez une force de police, c'est qu'ils pourraient se faire embaucher comme mercenaires en Ukraine. Ils pourraient vouloir travailler pour des forces de sécurité de l'ONU, où ils seraient très bien payés et auraient des congés garantis et tout le reste. Les gens veulent faire ce qui est juste, ils veulent être des flics. Certains veulent être les flics du monde. Mais ils ne vont pas travailler pour l'armée américaine, la marine américaine ou l'armée de l'air américaine pour faire ça. Il y a plein d'occasions d'aller travailler là où les gens vous traiteront mieux, vous donneront de meilleurs équipements, plus de congés, ne vous maltraiteront pas et ne vous traiteront pas de menteurs quand vous vous plaignez de quelque chose ou que vous rapportez un fait qui vous arrive et qu'on vous répond « Non, non, tu mens ». Eh bien, devinez quoi? Je peux être payé 400 000 $ par an et on ne me dira jamais que je mens. Et je peux faire du mercenariat. Enfin, moi personnellement, je ne peux pas faire ça. Mais les gars de notre armée peuvent trouver de meilleures opportunités. Et je pense qu'ils le feront. Je pense qu'ils le font déjà. On se retrouve alors avec une armée remplie de gens qui sont là parce que c'est le seul emploi qu'ils peuvent trouver. Et ça aggrave encore le problème. Comment les former? Comment maintenir leur morale? Comment les mettre à niveau? Toutes ces choses-là. Donc ça échoue sur ces 3 points. Mais je pense que le problème politique se situe au niveau stratégique. Parce que comment réparer notre système politique? Comment obtenir un congrès dans l'ensemble? Pas tous les membres du congrès, mais un congrès qui, globalement, comprend réellement l'armée. Et un président qui comprend quelles sont nos capacités réelles et qui ne répond pas quand on lui dit qu'on ne peut pas le faire, non, vous mentez, faites-le. C'est ce qu'il a fait en Iran, n'est-ce pas? D'accord. Alors, comment est-ce qu'on change ça? Je ne pense pas qu'on le puisse. Encore une fois, je suis libertarien, donc je tourne le dos à tous ces gens. L'État est corrompu. Il l'est toujours. Il est beaucoup trop gros. Il s'effondre. Je ne veux pas en faire partie. Je vais prendre du recul. Vous savez, quand tout s'écroulera, peut-être que j'aurai qu'un peu de poussière sur moi. Enfin, c'est mon espoir. Je ne sais pas comment on peut réparer ça. Cette idée qu'il peut se réformer lui-même. Je ne suis pas optimiste sur notre capacité à nous réformer. Je pense qu'il faudra que ça empire considérablement, puis il y aura un changement de paradigme. Espérons que ce changement de paradigme consistera à abandonner les rêves d'empire et simplement à s'occuper de, vous savez, pourquoi ne pas revenir à un gouvernement constitutionnel? Vous savez, si nous voulons faire la guerre, laissons le Congrès la déclarer. Ça m'irait très bien. Mais nous en sommes très loin aujourd'hui. Mais ça se termine. Oui. Je pense que ce que nous voyons sur ce porte-avions est emblématique. Et c'est regrettable que ce soit des suicides. Mais c'est l'idée du suicide. Mettre consciemment fin à ces jours parce qu'on ne peut plus le supporter. C'est l'icône de notre armée à 2000 milliards de dollars. De notre armée à 1500 milliards de dollars. Voilà l'icône. Elle est en train de s'achever elle-même. C'est sans espoir. Ils ne peuvent pas la réparer et elle doit disparaître. Et puis, vous savez, enfin, y a-t-il une thérapie pour le complexe militaro-industriel? Non, il n'y a pas de thérapie. Il n'y a que l'argent. Donc leur argent va se tarir et ils vont trouver autre chose à faire. C'est la seule solution. Et pour eux, c'est en quelque sorte très triste, n'est-ce pas? Tout comme pour les familles qui ont perdu des proches dans des situations désespérées de suicide irréversibles et terribles. Et c'est ce qui attend le complexe militaro-industriel. Il va devoir y faire face. En réalité, il y fait déjà face, honnêtement. Il n'y a pas assez d'argent au monde pour régler cela s'ils n'ont pas la bonne vision et les bonnes idées de ce qu'ils veulent que notre armée soit. Elle ne peut pas être seulement une source de profit. Elle doit représenter quelque chose.
Et actuellement, ce n'est pas le cas, et nous en prenons tous conscience. C'est très bien dit. Karen, merci beaucoup de vous être jointe à nous et merci pour cette conversation passionnante. C'est toujours un tel plaisir et un honneur de vous recevoir. J'ai hâte de vous retrouver dans notre prochain épisode.